Le néon rose du panneau Le Cœur Caraïbe tremblait contre la nuit humide de Miami, se reflétant dans les yeux bleu-gris d'Édouard, tandis qu'il nettoyait des verres en cristal avec la précision qu'il avait apprise en observant les sommeliers du Café de Paris à Monte-Carlo. Sazma, qui avait un jour dégusté du château d'Yquem 1921 dans les salons dorés du palais princier, servait maintenant des tea punch martiniquais et des planteurs antillais à une clientèle qui parlait créole, français métropolitain et anglais, dans une symphonie multilingue d'exil volontaire. Le bar bouillonnait d'expatriés de la France d'outre-mer, des Guadeloupéens qui parlaient de la nostalgie des acras de morue de leur grand-mère, des Martiniquais qui dansaient le zouk comme si chaque mouvement était une prière à la mer, des Français métropolitains fuyant des vies parisiennes étouffantes. Édouard écoutait les confessions murmurées en français patois, absorbant des histoires d'îles perdues et d'identités reconstruites, tout en gardant jalousement la sienne. L'air conditionné luttait contre la chaleur tropicale qui s'infiltrait chaque fois que la porte s'ouvrait, apportant avec elle les parfums de frangipane et d'essence bon marché qui caractérisaient South Beach après minuit. Les palmiers dehors se balançaient dans la brise salée, leurs feuilles créant des ombres dansantes sur le trottoir mouillé par l'humidité perpétuelle de la Floride. Édouard connaissait chaque habitué par son nom et sa boisson préférée. Il y avait Marcel, un ancien fonctionnaire de la Guadeloupe qui commandait toujours un punch vieux en parlant de politique coloniale. Sandrine, une chanteuse de cabaret qui buvait du champagne français en critiquant les touristes américains, et Antoine, un cuisinier martiniquais qui préparait les meilleurs acras de la côte et dans la petite cuisine du bar. Ce soir-là était différent. L'électricité dans l'air ne venait pas seulement de l'orage qui menaçait au large. Quelque chose allait changer. Édouard le sentait dans ses os, cette intuition qu'il avait héritée de sa grand-mère monégasque, qui prédisait toujours les tempêtes avant que les météorologues ne les voient venir. Quand Célestine Dubois-Martin entra comme une rafale de vent alizé, le temps sembla ralentir. Elle portait une robe en tissu madras authentique qui épousait SES courbe, avec une élégance naturelle. SE cheveux crépus retenus par un foulard qui avait appartenu à son arrière-grand-mère esclavagée. Elle se déplaçait avec cette grâce particulière des femmes qui avaient appris à danser le bélé avant de savoir marcher, chaque pas calculé mais fluide, comme une conversation silencieuse avec une musique que lui seul pouvait entendre. Quelque chose dans la poitrine d'Édouard se réveilla, comme les eaux calmes du port de Monaco touchées par le Mistral. 32 ans d'existence, et il n'avait jamais ressenti cette électricité particulière qui semblait émaner d'elle par vagues. Elle s'approcha du bar avec assurance, ses yeux noisettes balayant la salle comme si elle évaluait non seulement l'endroit, mais les âmes de ceux qui s'y trouvaient. Quand son regard croisa celui d'Édouard, il eut l'impression qu'elle voyait à travers les couches de mensonges qu'il avait soigneusement construites autour de sa nouvelle identité. « Un planteur, s'il vous plaît », dit-elle en créole antillais parfait, sa voix portant l'accent chantant de la Martinique avec une pointe d'éducation française, pas trop sucrée. Édouard prépara le cocktail avec des gestes précis, mélangeant rhum vieux, jus de fruits tropicaux et une pincée de cannelle. Ses mains tremblaient légèrement. C'est eux qui ne lui étaient jamais arrivés depuis qu'il avait commencé à travailler ici 6 mois plus tôt. « Ou P.A.K. Soti Isitla », observa-t-elle en le regardant travailler. « Vous n'êtes pas d'ici. » CE n'était pas une question, mais une constatation prononcée avec curiosité plutôt qu'avec suspicion. Le cœur d'Édouard accéléra, non pas à cause de l'observation elle-même, mais à cause du ton, intrigué sans être invasif, intelligent sans être menaçant. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» répondit-il en français, évitant soigneusement de révéler qu'il comprenait le créole. Elle sourit et ses petites fossettes se creusèrent, révélant une beauté construite par des rires authentiques et des larmes honnêtes. Vos mains. Elles connaissent les vers fins, mais elles découvrent encore le travail. Dans cette première rencontre, chargée d'une électricité non dite, tous deux sentirent qu'ils étaient sur le point d'entrer en territoire inconnu, où les masques qu'ils avaient déportés si longtemps pourraient enfin glisser. 3 semaines s'écoulèrent, comme les pages d'un livre que personne ne voulait finir de lire. Édouard découvrit que Célestine travaillait dans 3 endroits différents. Elle dansait le bélé traditionnel au Martinique Nostalgie jusqu'à 2 heures du matin, servait du café guadeloupéen et des acras de morue au Café des Îles à l'aube et donnait des cours de créole aux enfants d'immigrés durant les après-midi. Il l'accompagnait au marché antillais de Little Haiti, où elle choisissait Christophines et Igname comme si c'était un investissement,
parlant créole avec les vendeurs haïtiens dans une solidarité caribéenne qui transcendait les frontières coloniales. S.U.S. doigt fin palpèrent les fruits avec l'expertise de quelqu'un qui avait transformé l'économie domestique en art de survie, calculant mentalement chaque centime avec une précision que les calculateurs des banques monégasques envieraient. « Regardez-moi sérieusement, Julie », disait-elle en tenant un fruit parfaitement mûr, son jus sucré coulant entre ses doigts. Ma grand-mère disait qu'on peut juger le caractère d'une personne à la façon dont elle choisit ses mangues. Trop mûre, elle est impatiente. Pas assez mûre, elle manque de confiance. Juste comme il faut. Elle leva les yeux vers lui avec un sourire espiègle. Elle sait attendre le bon moment. Édouard sentit chaque mot comme une pierre jetée contre la vitre de son passé monégasque, se souvenant d'Alexandre, son frère cadet, qui s'était tué dans sa propre chambre parce qu'il n'arrivait plus à respirer sous le poids de traditions qui pesaient comme les chaînes des galériens du bagne de Cayenne. Célestine parlait de sa grand-mère Joséphine, qui avait survécu au cyclone de 1928 en Martinique et reconstruit sa vie de SES propre main, transformant un petit jardin créole en pharmacie naturelle où chaque plante avait un pouvoir de guérison. La dignité, disait-elle en mordant dans une tranche de papaye dont le jus doré coulait sur son menton, c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas vous voler, sauf si vous la leur donnez. Ces mots résonnaient dans l'âme d'Édouard comme un écho de vérité qu'il avait oublié dans les salons feutrés de Monaco, où la dignité se mesurait en titres ancestraux plutôt qu'en intégrité personnelle. Ils firent l'amour pour la première fois dans un petit appartement de Little Haiti, où les voix des voisins traversaient des murs fins comme du papier et où l'odeur de colombo et de courbouillon créait une atmosphère qu'Édouard n'avait jamais expérimentée dans les châteaux de la Côte d'Azur, celle d'un foyer construit avec de l'amour, pas de l'argent. L'appartement était minuscule, mais chaque centimètre carré respirait la vie. Des plantes tropicales débordaient de pots recyclés sur le rebord de la fenêtre, des photographies de famille couvraient un mur entier, et une petite cuisine impeccable sentait perpétuellement les épices antillaises. C'était le contraire exact des vastes espaces silencieux du palais princier, où l'écho de leurs pas sur le marbre rappelait constamment leur isolement. Tandis que Célestine dormait dans ses bras, sa respiration régulière soulevant doucement sa poitrine, Édouard observait les photographies sur le mur, famille réunie pour un Noël antillais, amis dansant le quadrille lors d'un mariage traditionnel, moments capturés non pas par des photographes professionnels, mais par des gens qui voulaient préserver une joie authentique. Il y avait tant de chaleur humaine dans CES Images qu'il se sentait réchauffé, rien qu'en les regardant. Pour la première fois depuis des années, Édouard sentit qu'il pouvait respirer complètement. L'air n'était pas raréfié par le protocole ou empoisonné par les non-dits diplomatiques. Ici, dans CE, petit appartement qui tenait dans un placard de son ancienne chambre monégasque, il découvrait CE que signifiait vraiment être chez soi. Mais cette sensation venait accompagnée d'une terreur paralysante. Et si elle découvrait qui il était vraiment? Et si cette bulle de bonheur authentique éclatait au contact de la réalité de son héritage? Il connaissait trop bien le pouvoir corrosif de l'argent sur les relations humaines. Il avait vu sa propre famille se déchirer pour des questions d'héritage, avait assisté au mariage arrangé de SES cousins, transformé en alliance financière plutôt qu'en union d'amour. Alexandre lui avait dit, quelques semaines avant sa mort, « Tu sais, c'est eux qui me tuent, Édouard. Ce n'est pas qu'ils attendent que je sois parfait, c'est qu'ils attendent que je sois exactement la personne qu'ils ont décidé que je devais être, sans jamais me demander qui je voulais vraiment devenir. » Maintenant, regardant Célestine dormir paisiblement, Édouard comprenait enfin CE que son frère avait voulu dire. Pour la première fois de sa vie, il était devenu la personne qu'il voulait être. Mais cette personne était construite sur un mensonge, et les mensonges, même les plus beaux, finissent toujours par pourrir de l'intérieur. Le téléphone vibrait à 5 heures du matin avec l'insistance d'une sirène, et Édouard reconnut le numéro avant même de regarder l'écran. Stéphanie. La sonnerie perçait le silence de l'appartement comme une lame, arrachant brutalement à la paix fragile qu'il avait construite grain par grain au cours de CES derniers mois. « Mon Dieu, Édouard, tu dois rentrer à la maison. » Le scandale du cousin Auguste est en première page de tous les journaux européens et le conseil de régence est en panique. La voix de sa cousine traversait l'océan Atlantique, chargée d'une urgence qui lui nouait immédiatement l'estomac. Elle parlait vite, avec cet accent monégasque précis qui contrastait si violemment avec les intonations chantantes du créole qu'il entendait désormais quotidiennement. À travers la fenêtre, Miami s'éveillait avec ce son familier. Voitures qui passaient en faisant résonner du compas haïtien,
cris des vendeurs ambulants créoles qui proposaient déjà fruits tropicaux et cafés fraîchement torréfiés, rumeurs reconfortantes d'une ville qui n'avait jamais prétendu être silencieuse. Ce chaos musical était devenu sa berceuse, si différent du silence de mort qui régnait dans les couloirs du palais princier. « Ils remettent en question ton absence », continuait Stéphanie, sa voix trahissant une inquiétude qu'elle tentait vainement de masquer derrière son ton officiel. « Ils disent que tu as abandonné tes responsabilités dans un moment critique. Si tu ne reviens pas bientôt, ils peuvent commencer à enquêter sur ton lieu de séjour et tes activités. Tu sais, comme les paparazzis adorent les mystères royaux. » Édouard ferma les yeux, sentant le poids de siècles de tradition familiale s'abattre sur ses épaules comme une cape de plomb. Chaque mot de sa cousine était un rappel de ce monde qu'il avait fui, ce théâtre permanent où chaque geste était calculé, chaque émotion filtrée par le protocole, chaque relation humaine polluée par les considérations politiques. Célestine était dans la salle de bain, chantant une chanson en créole martiniquais, sa voix résonnant contre les carreaux fêlés et transformant le petit espace en cathédrale personnelle où seule la joie était vénérée. Sa voix portait cette mélancolie douce des chansons d'amour antillaises, mélange de nostalgie et d'espoir qui caractérisait tant la culture caribéenne. Comment expliquer à Stéphanie qu'il avait trouvé quelque chose de plus précieux que les couronnes et les titres? Comment dire qu'elle l'appelait au moment exact où il se sentait enfin vivant pour la première fois depuis des années? Les mots lui manquaient pour décrire cette sensation d'authenticité qui l'envahissait chaque matin en se réveillant aux côtés de Célestine, loin du théâtre perpétuel de Monaco. « J'ai besoin de plus de temps », murmura-t-il, mais ils savaient de tous les deux que le temps était un luxe que les princes ne possédaient pas. Le temps leur appartenait rarement, toujours dicté par des agendas politiques, des obligations diplomatiques, des cérémonies ancestrales qui se répétaient comme des rituels vides de sens. « Édouard, écoute-moi bien. » La voix de Stéphanie se fit plus douce, plus intime. « Je t'aime comme un frère, tu le sais. » Après c'est qui est arrivé à Alexandre. Elle marqua une pause, et le silence qui suivit était lourd de tous les mots qu'ils n'arrivaient jamais à prononcer sur la mort de leur cousin. « Mais tu ne peux pas fuir éternellement. Cette situation nous échappe, et si elle explose dans la presse internationale, CE sera l'enfer pour toute la famille. » Quand Célestine sortit de la salle de bain, enveloppée dans une serviette délavée qui avait connu des jours meilleurs, ses cheveux mouillés créant de petites flaques sur le plancher de bois usé, elle remarqua immédiatement la tension qui crispait le visage d'Édouard. Ses yeux noisettes, toujours si perçants, l'étudiaient avec cette intelligence instinctive qu'il admirait tant chez elle. « Problème nan fan mian ?» demanda-t-elle en créole. Et la simplicité de la question, comme si les familles étaient des choses normales qui causaient des problèmes normaux, faillit le faire rire et pleurer simultanément. Dans son monde, les problèmes familiaux devenaient des crises d'État. Les disputes personnelles se transformaient en incidents diplomatiques. « Quelque chose comme ça », répondit-il en l'attirant vers lui, respirant l'odeur de son shampoing bon marché, qui parvenait mystérieusement à être plus enivrant que les parfums français les plus coûteux au monde. Dans ses bras, il retrouvait cette sensation de paix qui lui avait si longtemps échappé, cette impression d'être exactement là où il devait être. Mais même dans cette étreinte, il sentait le poids de la vérité non dite entre eux, lourd comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur bonheur fragile. Maman Joséphine avait des yeux qui semblaient avoir assez vu du monde pour ne plus s'étonner de rien, mais quand elle observa Édouard pour la première fois, quelque chose dans son expression changea subtilement. Une curiosité prudente s'alluma dans son regard, comme celle d'un chat qui flaire quelque chose d'intéressant, mais de potentiellement dangereux. « C'est Tigar la gêne min qui pas Jeanne travaillerait nan la vio », murmura-t-elle à Célestine en créole guadeloupéen, sans réaliser qu'Édouard comprenait chaque mot. Ce garçon a des mains qui n'ont jamais vraiment travaillé de leur vie. L'appartement de la famille était un sanctuaire de mémoire, photographie en noir et blanc d'une Martinique qui n'existait plus, saints catholiques partageant l'espace avec des lois vaudous dans un syncrétisme religieux qui racontait l'histoire complexe des Antilles. L'odeur perpétuelle de café martiniquais fort et de Colombo qui semblait avoir imprégné les murs eux-mêmes au fil des décennies. Chaque objet dans cet espace restreint portait une histoire. Le service à café en porcelaine blanche ébréchée qui avait survécu au cyclone de 1928, les napperons crochetés par l'arrière-grand-mère de Célestine, les statuettes de saints dont la peinture s'écaillait, témoignaient d'années de prières ferventes. C'était un musée vivant de la résistance créole, où chaque génération avait ajouté sa couche d'histoire sans jamais effacer les précédentes.
Célestine défendit Édouard avec la férocité d'une lionne, protégeant ses petits, mais maman Joséphine secoua la tête avec cette sagesse mélancolique de celles qui ont vu trop d'histoires d'amour se briser sur les récifs de la réalité. Seules mains, ridées par 80 années de labeur, ne cessaient jamais de bouger, pétrir la pâte pour les acras, trier les grains de riz, caresser machinalement les photos de famille, comme pour maintenir vivante la mémoire des disparus. Pendant le dîner, riz et pois rouges parfaitement assaisonnés, bananes plantains mûres caramélisées, et un colombo de porc qui était plus épice que viande, mais débordait de saveur, Édouard s'efforça de manger avec le même plaisir évident que Célestine. Chaque bouchée lui rappelait cruellement à quel point sa vie antérieure avait été construite sur l'excès, tandis que des familles comme celle-ci transformaient presque rien en presque tout, grâce à l'amour pur et à l'ingéniosité créole. Il observait maman Joséphine orchestrer le repas avec une efficacité née de décennies d'économie domestique, chaque geste calculé pour ne rien gaspiller. Elle servait d'abord Célestine et lui, puis se servait les plus petites portions, s'assurant que SES invités soient rassasiés avant de penser à elle-même. Cette générosité instinctive le bouleversait plus que tous les banquets somptueux auxquels il avait assisté dans les palais européens. Quand Célestine sortit chercher le dessert dans la cuisine, des bananes flambées au rhum vieux, spécialité de sa grand-mère, maman Joséphine se pencha vers Édouard et, avec cet accent qui rendait ses paroles encore plus pénétrantes, déclara « Tigar, ouka tonpe tifian paske keito gran pui we plis passé saivle we, mais ou pas ka tonpe femme quitte jena quitte ni lanmu, ak qui apprend sego secret yo toujours fini ak explosé nan figi tout mounio. Garçon, tu peux tromper ma petite fille parce que son cœur est trop grand pour voir au-delà de CE qu'elle veut voir. Mais tu ne peux pas tromper une femme qui a été jeune et amoureuse et qui a appris que les grands secrets finissent toujours par exploser au visage de tout le monde. » Et ses yeux brillaient d'un mélange d'avertissement et de compassion qui fit qu'Édouard se sentit complètement nu, même habillé. Cette femme âgée venait de percer en quelques semaines CE que des diplomates chevronnés n'avaient jamais réussi à détecter en des années de négociations. Il y avait dans sa voix cette autorité tranquille des matriarches créoles qui avaient guidé leur famille à travers les cyclones et les crises, accumulant une sagesse pratique que nulle université ne pouvait enseigner. Cette nuit-là, marchant sur la plage sous un ciel étoilé qui semblait plus vaste que n'importe quel plafond de palais, Célestine parla de ce rêve, avec une passion qui illuminait son visage dans la pénombre. Elle voulait ouvrir une école de danse bélé pour les enfants du quartier, leur donner ce que la danse lui avait donné, une façon d'exprimer la beauté même quand la vie s'acharnait à ne montrer que ses visages les plus durs. « Tu comprends », dit-elle en s'arrêtant pour ramasser un coquillage que les vagues venaient de déposer sur le sable. « La danse, c'est la mémoire de notre peuple. Chaque mouvement raconte une histoire, la souffrance de l'esclavage, la joie de la liberté, l'espoir de l'avenir. Quand CES enfants dansent, ils ne bougent pas seulement leur corps, ils réveillent les âmes de leurs ancêtres. » Édouard écoutait chaque mot, comme s'il s'agissait de musique, sachant qu'il pourrait réaliser tous CES rêves d'un simple transfert bancaire, mais comprenant qu'offrir cet argent reviendrait à mettre une étiquette de prix sur une prière. Comment expliquer qu'il possédait assez de fortune pour construire 1000 écoles, mais qu'il ne pouvait pas utiliser un centime sans détruire la pureté de CE qu'il partageait? Le paradoxe de sa situation le torturait chaque jour davantage. Il avait tout le pouvoir nécessaire pour concrétiser les rêves de la femme qu'il aimait, mais utiliser CE pouvoir signifierait perdre son amour pour toujours. Célestine s'évanouit au milieu d'une présentation de bellets traditionnelle au Martinique nostalgie, et le bruit de son corps heurtant le sol de bois résonna dans le salon comme un coup de feu. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que la musique qui venait de s'arrêter brutalement, les tambourkas et les chaînes métalliques des danseurs se taisant d'un coup, comme si l'âme même de la soirée venait de s'échapper. Édouard, qui était dans le public et regardait comme il le faisait tous les soirs, non par jalousie, mais parce que voir Célestine danser équivalait à assister à une conversation intime entre elle et quelque force divine, bondit vers elle avant même que son esprit ne traite complètement CE qui venait de se passer. Ses mains tremblèrent, tandis qu'il la soulevait, remarquant à quel point elle semblait avoir perdu du poids CES dernière semaine, comme si quelque chose en elle consumait sa vitalité de l'intérieur. Le trajet vers l'hôpital public se déroula dans un brouillard d'urgence et de terreur silencieuse. Célestine reprenait et perdait connaissance par intermittence,
ses lèvres murmurant des mots en créole qu'Édouard ne parvenait pas à saisir complètement. Dans la lumière stroboscopique des réverbères qui défilaient, son visage prenait une pâleur inquiétante, qui contrastait violemment avec l'éclat doré de sa peau habituelle. À l'hôpital public, un endroit où l'odeur de désinfectant ne parvenait pas à masquer complètement celle de la résignation humaine, ils attendirent 4 heures dans une salle d'urgence qui semblait avoir été conçue pour tester la patience des désespérés. Les néons fluorescents clignotèrent de manière irrégulière, créant une atmosphère digne d'un purgatoire moderne où l'espoir et l'angoisse se mélangeaient dans l'air conditionné recyclé. Célestine était allongée sur une civière de métal froid, et Édouard tenait sa main comme s'il pouvait lui transmettre sa propre force vitale par le simple contact. Autour d'eux, le ballet quotidien de la médecine d'urgence se déroulait. Infirmières épuisées qui couraient d'un patient à l'autre, familles entières réunies autour de proches malades, le bourdonnement constant des machines qui maintenaient des vies en suspens. Il observait ce microcosme de la société américaine et réalisait avec une clarté douloureuse que toute sa fortune ne pourrait jamais acheter CE qu'il voyait ici. La solidarité authentique de gens qui n'avaient rien d'autre à offrir que leur présence et leur amour. Un homme âgé tenait la main de sa femme inconsciente, lui murmurant des mots doux en espagnol. Une mère berçait son enfant fiévreux, chantonnant une berceuse haïtienne. Ces scènes de tendresse brute lui serrèrent le cœur plus que tous les opéras auxquels il avait assisté dans sa vie antérieure. Quand le médecin apparut enfin, un homme jeune aux yeux fatigués, qui parlait avec l'accent neutre de quelqu'un qui avait appris à cacher ses émotions pour survivre à son travail. Les mots qui sortirent de sa bouche réorganisèrent l'univers des deux amants. « Félicitations, vous attendez des jumeaux. » Le moment de joie pure dura exactement 17 secondes avant que le médecin ne continue d'une voix plus grave, mais nous devons discuter de quelques complications sérieuses. Le syndrome de transfusion fœto-fétale fut expliqué en termes techniques qu'Édouard absorba avec la précision d'un ordinateur, tandis que Célestine semblait avoir complètement arrêté de respirer. Un bébé était littéralement en train de voler la vie de l'autre, et sans chirurgie intra-utérine immédiate, qui coûtait l'équivalent d'une voiture de luxe, les deux pouvaient mourir, emportant Célestine avec eux. « Combien de temps avons-nous » demanda Édouard, sa voix étrangement calme malgré la tempête qui faisait rage dans sa poitrine. « Idéalement, nous devrions opérer dans les 2 prochaines semaines. Plus nous attendons, plus les risques augmentent de façon exponentielle. » Le médecin consulta son dossier avec l'expression de quelqu'un qui avait déjà eu cette conversation trop souvent. Le coût total de la procédure, incluant l'hospitalisation et le suivi, s'élève à environ 180 000 $. Votre assurance ne couvre pas ce type d'intervention, termina Célestine d'une voix blanche, ses mains instinctivement posées sur son ventre encore plat où se jouait déjà un drame de vie et de mort. Cette nuit-là, dans l'appartement qui leur semblait maintenant plus petit et plus fragile, Célestine pleura d'une manière qu'Édouard ne l'avait jamais vue pleurer auparavant. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de rage pure contre un univers qui mettait un prix sur la vie de bébés pas encore nés. Et ce sanglot résonnait dans l'espace confiné comme une lamentation ancestrale, portant en eux des siècles de douleurs créoles, d'injustices subies et de lutte pour la dignité. « Je vais trouver un moyen », répétait-elle comme un mantra, chaque répétition étant un coup de poignard dans le cœur d'Édouard, qui connaissait exactement le moyen, mais ne pouvait pas l'offrir sans détruire tous ces œufs qu'ils avaient de construits ensemble. Dans l'obscurité de leur chambre, ils fixaient le plafond en calculant mentalement. Une seule de SS montre vintage aurait pu couvrir l'opération. Un tableau dans sa collection personnelle aurait pu sauver 10 enfants. Mais cet argent était empoisonné par son origine, contaminé par le mensonge sur lequel reposait leur relation. Il se leva silencieusement et se dirigea vers la fenêtre, regardant Miami s'étendre devant lui comme un océan de lumière. Quelque part dans cette immensité urbaine, il y avait une chirurgie qui pourrait sauver ces enfants, des médecins qui pourraient garantir que Célestine ne meure pas en accouchant, un avenir où l'amour n'aurait pas à rivaliser avec l'argent. Mais pour accéder à cet avenir, ils devraient détruire le présent qu'ils avaient construit ensemble, pierre par pierre, sourire par sourire, nuit d'amour par nuit d'amour. Célestine se transforma en guerrière animée par une détermination qui frisait l'obsession, visitant des banques qui la traitaient comme si elle était transparente, remplissant des formulaires pour des prêts que tous savaient qu'elle n'obtiendrait jamais, vendant chaque objet de valeur qu'elle possédait, y compris les boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à son arrière-grand-mère,
seul vestige physique d'une Martinique perdue dans le temps d'avant la départementalisation. Édouard l'accompagnait dans CES humiliations quotidiennes, se mordant la langue jusqu'à goûter le sang, regardant la femme qu'il aimait se fracasser contre les murs impitoyables d'un système qui traitait la santé comme un privilège et non comme un droit. Chaque refus bancaire était une gifle qu'il encaissait silencieusement, sachant qu'un simple coup de téléphone de sa part pourrait transformer tout CES non en oui immédiatement, monsieur le prince. À la maison, Célestine créait des tableaux obsessionnels, calculant et recalculant des chiffres qui ne s'additionnaient jamais correctement, comme si les mathématiques pouvaient être pliées par la seule force de la volonté. Elle étalait des factures sur la table de la cuisine, organisait des piles de papier avec la méticulosité d'un comptable, cherchant désespérément une équation qui pourrait transformer leur réalité financière. Ses yeux, autrefois brillants de joie de vivre, prenaient peu à peu cette expression terne de ceux qui luttent contre l'impossible. Maman Joséphine priait en créole et en français, mélangeant saints catholiques et louas dans une coalition spirituelle désespérée, ses mains toujours occupées par un chapelet dont les grains usés témoignaient de décennies de supplications. Le bruit hypnotique des perles qui s'entrechoquaient constituait la bande sonore permanente de l'appartement, ponctuant le silence tendu de leurs préoccupations partagées. « Bondi, bas-nous fausse là », murmurait-elle régulièrement. « Mon Dieu, donne-nous la force », ses lèvres bougeant en prière silencieuse, tandis qu'elle vaquait à ses tâches domestiques. Parfois, Édouard la surprenait à le regarder avec une expression qui mélange interrogation et pitié, comme si elle percevait sa souffrance sans en comprendre la source exacte. Édouard tentait d'aider de manière indirecte, laissant par hasard des brochures sur des programmes d'assistance médicale sur la table de la cuisine, mentionnant casuellement un ami médecin qui pourrait peut-être aider, offrant ce modeste économie de barman. Mais Célestine avait développé des antennes ultrasensibles pour détecter la charité, et chaque tentative était reçue avec une politesse ferme qui cachait une blessure profonde. « Moine pea vlé ou sacrifier ko pou moine » lui dit-elle un soir en créole, ses yeux brillants de larmes de frustration qu'elle refusait de laisser couler. « Je ne veux pas que tu te sacrifies pour moi. » Elle ne savait pas qu'il pourrait tout résoudre sans sacrifier quoi que ce soit d'autre que son anonymat soigneusement construit. Les nuits devinrent des champs de bataille silencieux où tous deux feignaient de dormir, chacun perdu dans et propres cauchemars. Célestine rêvait de bébés qui naissaient déjà en train de dire au revoir, leurs petites mains tendues vers une lumière qu'elle ne pouvait pas atteindre. Édouard revivait la mort d'Alexandre, dont le dernier billet ne disait que « Je ne peux plus porter le poids d'être CE que vous voulez que je sois ». Une nuit particulièrement difficile, alors que Célestine se retournait sans cesse dans le lit, Édouard se leva silencieusement et se dirigea vers la petite cuisine. Il ouvrit le réfrigérateur et contempla les quelques aliments soigneusement organisés. Restes de colombo dans un Tupperware recyclé, fruits tropicaux achetés au rabais, lait en poudre économique. Chaque élément racontait une histoire d'économie minutieuse, de calcul constant, de dignité préservée malgré la précarité. Il sortit son téléphone et composa les premiers chiffres du numéro de sa banque suisse, puis s'arrêta. Une fois cet appel passé, il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Célestine saurait qui il était vraiment, et avec cette connaissance viendrait inévitablement la question. L'avait-il aimé, ou avait-elle simplement été un divertissement exotique pour un prince en quête d'authenticité? Il rangea le téléphone et retourna vers leur lit, où Célestine dormait enfin, une main protectrice posée sur son ventre. Dans le clair de lune qui filtrait par la fenêtre, elle ressemblait à une madone créole, belle et vulnérable à la fois. Il s'allongea sans la réveiller, sachant que chaque jour qui passait rendait la chirurgie plus urgente et la vérité plus impossible à dire. Le temps était devenu leur ennemi le plus cruel. Chaque heure d'hésitation réduisait les chances de survie des bébés, mais chaque moment de bonheur partagé rendait l'idée de tout perdre plus insupportable. Édouard était prisonnier de son propre amour, paralysé entre la peur de mentir et la terreur de dire la vérité. L'appel de Stéphanie arriva à un moment particulièrement cruel. Célestine venait de rentrer d'une énième réunion bancaire ratée et se décomposait dans la cuisine, comptant des pièces éparpillées sur la table comme s'il s'agissait des pièces d'un puzzle qui refusait de former une image complète. Ses mains tremblaient légèrement en empilant les quarters et les dîmes, calculant et recalculant des sommes qui n'atteindraient jamais les montants nécessaires, même si elle ajoutait tous SS revenus des 10 prochaines années. « Édouard, merde, tu dois rentrer à la maison maintenant.
La voix de sa cousine traversait l'océan chargé d'une panique qu'il ne lui avait jamais entendue auparavant. Les paparazzi posent des questions sur ton lieu de séjour et quelqu'un a peut-être pris des photos de toi à Miami. Si cette histoire fuit dans les tabloïds européens, Stéphanie n'eut pas besoin de finir sa phrase. Tous deux connaissaient le pouvoir destructeur de la presse européenne quand elle décidait qu'un membre de la royauté vivait une vie double intéressante. Les journalistes transformeraient son histoire d'amour authentique en feuilleton sordide. Célestine deviendrait la maîtresse tropicale du prince fugitif, et leur relation serait disséquée, analysée et détruite par des gens qui ne comprendraient jamais sa beauté véritable. Célestine remarqua immédiatement la tension qui crispait le visage d'Édouard et demanda directement « Qui moun quitté la a » Qui était-ce? Sa voix portait cette inflexion particulière du créole, quand une question cachait déjà une inquiétude profonde. Mentir était devenu aussi naturel que respirer pour Édouard, mais cette fois, quelque chose de différent se produisit. Peut-être était-ce la fatigue accumulée, peut-être la culpabilité qui le rongeait, ou peut-être simplement la façon dont Célestine le regardait avec ses yeux qui semblaient capables de lire les âmes comme des livres ouverts. Il y avait dans son regard cette intelligence instinctive des femmes créoles, qui avaient appris à déceler les mensonges pour protéger leur famille. « Ma cousine », répondit-il, et techniquement, CE n'était pas un mensonge. Elle s'inquiète pour moi. Célestine s'approcha et toucha son visage de ses doigts, qui sentaient le café et la crème hydratante bon marché. Ses mains qui travaillaient sans relâche, qui dansaient avec grâce, qui caressèrent son visage avec une tendresse qu'aucune fortune ne pourrait jamais acheter. « Oupé à Jeanne me palais fanmive. Pour qui ça ?» demanda-t-elle en créole. « Pourquoi tu ne parles jamais de ta famille ?» La question flotta dans l'air entre eux comme de la fumée, et Édouard sentit qu'il marchait sur une corde raide au-dessus d'un abîme. Comment expliquer que sa famille était constituée de gens dont les problèmes faisaient les titres des journaux internationaux? Comment dire qu'il avait grandi dans des palais où le silence résonnait comme une musique funèbre, où chaque repas était un événement diplomatique et chaque conversation filtrait à travers les considérations politiques? C'est compliqué, murmura-t-il, se détestant pour cette réponse évasive qui sonnait faux même à ses propres oreilles. Célestine l'étudia avec l'intensité d'une détective, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Édouard sentit une distance entre eux, petite mais palpable, comme une fissure dans un mur qui menaçait de s'élargir. Il pouvait presque voir les rouages tourner dans son esprit intelligent, assemblant des indices qu'elle avait inconsciemment collectés, ses mains trop soignées, sa connaissance inexplicable des vins coûteux, sa façon de ne jamais sembler vraiment inquiet pour l'argent malgré son salaire de barman. « Tu sais, c'est eux qui me fait peur, Édouard », dit-elle en s'asseyant lourdement sur une chaise de cuisine branlante. « C'est eux n'est pas que nous n'ayons pas d'argent pour l'opération. J'ai grandi pauvre, je sais comment survivre avec rien. Ce qui me terrifie, c'est de te perdre en même temps que nos bébés, parce que je sens que tu me caches quelque chose d'important, et les secrets tuent l'amour plus sûrement que la pauvreté. » Ces mots frappèrent Édouard comme des gifles. Elle avait identifié avec une précision chirurgicale le nœud exact de son dilemme. Il était en train de perdre la femme qu'il aimait, en tentant de la protéger de qui il était vraiment. Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une urgence différente, comme s'ils sentaient tous les deux que quelque chose de fondamental était en train de changer, qu'ils étaient peut-être en train de faire leurs adieux à une version d'eux-mêmes qui n'existerait plus jamais. Leurs corps se parlèrent dans un langage que leurs mots n'arrivaient plus à maîtriser, chaque caresse portant le poids de vérités non dites et de peurs partagées. Après, tandis que Célestine dormait d'un sommeil agité, une main protectrice posée sur son ventre, qui s'arrondissait à peine, Édouard se dirigea vers la fenêtre et contempla Miami qui s'étendait devant lui, comme un océan de lumière. Quelque part dans cette vastitude urbaine, il y avait un avenir où l'amour n'aurait pas à rivaliser avec l'argent, où la vérité ne serait pas synonyme de perte, où être authentique ne signifierait pas détruire ceux qu'on chérit le plus. Mais pour accéder à cet avenir, ils devraient d'abord naviguer dans le présent de plus en plus instable qu'ils avaient construit ensemble. L'univers avait un sens du timing particulièrement cruel, et il choisit de révéler ses secrets les plus dévastateurs au moment de vulnérabilité maximale. Célestine était dans la salle d'attente de l'hôpital pour une nouvelle consultation. Cette fois, le médecin avait mentionné qu'il devait discuter d'options réalistes, étant donné l'évolution de sa condition, quand ses yeux tombèrent par hasard sur un magazine européen oublié sur une table d'appoint. Monaco famille royale, où est le prince manquant?
Le titre s'étalait en lettres capitales au-dessus d'une photographie qui fit s'arrêter le monde autour d'elle. Édouard, dans un smoking impeccable, posait aux côtés de personnes qu'elle reconnut vaguement comme des membres de la royauté européenne. Mais CE qui la détruisit complètement, CE ne fut pas l'image de luxe, mais la date imprimée dans le coin. Seulement 8 mois plus tôt, peu avant qu'il ne disparaisse et ne réapparaisse comme barman à Miami. Ses mains tremblèrent si violemment que le magazine lui échappa 2 fois avant qu'elle ne parvienne à le tenir assez fermement pour lire. Prince Édouard Grimaldi, 32 ans, cousin du prince régnant de Monaco, a été absent de tous ses devoirs officiels depuis janvier dernier, alimentant les spéculations sur une possible crise personnelle suite au suicide de son frère Alexandre l'année précédente. Chaque mot s'assemblait avec la vitesse et la précision d'une machine, formant un puzzle qu'elle avait inconsciemment commencé à résoudre depuis des semaines, les mains parfaitement manucurées malgré le travail de bar. Sa connaissance inexplicable des vins coûteux et des protocoles sociaux raffinés, la façon dont il ne semblait jamais vraiment inquiet pour l'argent, même avec un salaire de barman. Ces petits détails qu'elle avait écartés par amour s'alignaient maintenant avec une clarté aveuglante. L'article continuait détaillant sa fortune personnelle estimée, SE propriété dans 3 pays, SE collection d'art et SE investissements. Chaque ligne était un coup de poignard dans CE qu'elle avait cru être leur vérité partagée. Pendant qu'elle vendait les boucles d'oreilles de son arrière-grand-mère, pendant qu'elle s'humiliait devant des banquiers condescendants, pendant qu'elle priait désespérément pour trouver un moyen de sauver leurs enfants, ils possédaient assez d'argent pour acheter l'hôpital entier. Une photographie plus petite montrait le palais princier de Monaco, cette forteresse de marbre et d'or où il avait grandi. Elle compara mentalement cette opulence obscène avec leur petit appartement de Little Haiti, où ils comptaient les centimes et partagèrent des repas préparés avec les ingrédients les moins chers du marché. La différence était si astronomique qu'elle en avait le vertige. Quand Édouard arriva à l'hôpital, en retard parce qu'il s'était arrêté pour acheter les marguerites qu'elle aimait, CES fleurs simples à $3 qu'il achetait au marché du coin comme un prince, jouant à être pauvre, elle était assise dans une position qu'il ne l'avait jamais vue adopter, complètement immobile, le magazine ouvert sur ses genoux, comme une pièce à conviction dans un procès. Célestine, commença-t-il, mais elle leva la main dans un geste qui le fit taire plus efficacement qu'un cri. Non, dit-elle, et ce mot unique contenait toutes les autres paroles qu'elle ne parvenait pas à prononcer à ce moment. Sa voix était d'un calme terrifiant, celui qui précède les ouragans les plus destructeurs. Elle se leva lentement, laissa le magazine tomber par terre où il s'ouvrit sur la photographie de lui en tenue de gala et se dirigea vers la salle de consultation sans lui adresser un autre regard. À travers la cloison de verre, Édouard la vit recevoir seul les nouvelles qui allaient tous les détruire pour toujours. Le médecin parlait avec cette expression grave qu'Édouard avait appris à reconnaître, ses lèvres formant des mots qu'il ne pouvait pas entendre, mais dont il devinait la terrible signification. Il vit le moment exact où Célestine comprit. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Sa main libre vola vers sa bouche et ses yeux se fermèrent comme si elle pouvait ainsi faire disparaître la réalité. Un des bébés n'avait pas résisté. Le petit cœur avait cessé de battre pendant la nuit, probablement parce que le traitement adéquat était arrivé trop tard. Les mots du médecin étaient techniques, cliniques, mais Édouard n'avait pas besoin de les entendre pour comprendre l'essentiel. Leur hésitation avait coûté une vie. Quand Célestine sortit du bureau médical, son visage portait une expression qu'Édouard n'oublierait jamais. Ce n'était pas de la colère, c'eût été plus supportable. C'était quelque chose de pire, une déception absolue dans la nature humaine, dans la possibilité de l'amour véritable, dans l'idée que quelqu'un puisse être exactement CE qu'il semblait être. Elle s'arrêta devant lui, et quand elle parla, sa voix porta tout le poids de sa douleur transformée en une lucidité implacable. Pendant que je vendais les derniers souvenirs de ma famille pour essayer de sauver nos enfants, tu savais que tu pouvais tout résoudre d'un coup de téléphone. Notre bébé est mort parce que tu as choisi de protéger ton petit jeu plutôt que sa vie. J'espère que ton secret en valait la peine, Prince Édouard. Elle prononça son titre comme une malédiction, puis s'éloigna sans se retourner, laissant Édouard seul avec le poids écrasant de ce choix et le magazine ouvert à 16 pieds, témoin muet de la destruction de tous ces eux qu'il avait jamais aimés vraiment. Miami se préparait pour la saison des ouragans, avec la résignation pratique d'une ville qui avait appris à danser avec des forces de la nature plus puissantes qu'elle. Mais la tempête qui se formait à l'intérieur du petit appartement de Little Haiti
promettait d'être plus dévastatrice que n'importe quel phénomène météorologique. Les bulletins météo parlèrent d'une dépression tropicale au large des Bahamas, mais l'ouragan émotionnel qui faisait rage entre CES 4 murs était déjà de catégorie FIV. Célestine se déplaçait dans la maison comme un fantôme d'elle-même, accomplissant les tâches domestiques avec une précision mécanique. Laver la vaisselle, plier le linge, organiser les médicaments, tout en ignorant complètement la présence d'Édouard. Ce dernier l'observait avec le désespoir silencieux de quelqu'un qui regarde la personne qu'il aime se noyer, dans des eaux qu'il ne peut pas atteindre. Chaque geste de Célestine était calculé pour éviter le moindre contact, même visuel, comme si regarder Édouard risquait de la contaminer avec le mensonge qui avait empoisonné leur histoire. Maman Joséphine, avec la sagesse instinctive des matriarches, comprenait que quelque chose de fondamental s'était brisé, même sans connaître tous les détails. Sa présence dans l'appartement devint encore plus protectrice, formant un bouclier humain autour de sa petite fille. Elle préparait des tisanes à base de plantes médicinales créoles, murmurait des prières en plusieurs langues et tissait autour de Célestine un cocon de tendresse ancestrale qui excluait automatiquement Édouard. « Mija », murmura-t-elle à Célestine, tandis qu'elle préparait du café guadeloupéen dans une cuisine qui semblait maintenant trop petite pour contenir tant de souffrances non exprimées. Parfois les hommes portent des secrets parce qu'ils ne savent pas comment porter l'amour, mais ça ne justifie pas la douleur qu'ils causent. Célestine secoua la tête avec une tristesse qui semblait l'avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours seulement. « Maman Joséphine, n'est pas le secret qui me tue. C'est qu'il m'ait laissé souffrir quand il pouvait l'éviter. C'est qu'il m'ait regardé me humilier dans les banques, vendre les perles de mon arrière-grand-mère, supplier pour de l'argent, alors qu'il avait assez de pouvoir pour sauver des vies d'un simple coup de téléphone. » Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots, révélant la blessure profonde qui saignait encore. « Notre bébé est mort pendant que Monsieur le Prince jouait aux pauvres. Il a choisi de protéger son petit théâtre au lieu de protéger notre enfant. » Édouard, qui entendait chaque mot depuis le salon, se sentit physiquement malade. Il avait vécu avec des remords auparavant. La mort d'Alexandre le hantait chaque jour, mais cette culpabilité était différente, plus corrosive. Alexandre avait choisi de mourir. Leur bébé était mort à cause des choix d'Édouard. Il tenta finalement une approche directe, trouvant Célestine sur la petite terrasse où elle dansait autrefois les matins ensoleillés. Maintenant, elle restait simplement immobile, une main posée sur son ventre qui portait encore la vie, l'autre tenant une tasse de café qui refroidissait sans être bu. Le contraste avec la femme joyeuse et vibrante qu'il avait rencontrée quelques mois plus tôt lui serra le cœur comme un étau. « Laisse-moi t'expliquer » implora-t-il, mais Célestine l'interrompit sans même le regarder. « M'expliquer quoi exactement? Pourquoi tu as fait semblant d'être pauvre? Pourquoi tu m'as laissé croire que nous étions égaux? Pourquoi, quand notre fille était en train de mourir, tu as choisi de protéger ton divertissement au lieu de protéger sa vie? » Chaque question était une lame, mais la dernière l'atteignit comme un coup de feu en pleine poitrine. « Célestine, je voulais te dire la vérité, mais j'avais peur que je t'utilise pour ton argent, comme si j'en étais capable. » Elle se tourna finalement vers lui, et ses yeux reflétaient une douleur si profonde qu'Édouard eut l'impression de regarder dans un puits sans fond. « Tu m'as volé le droit de choisir, Édouard. Tu m'as volé la chance de décider si je voulais ton amour ou ta solution à nos problèmes. Et dans le processus, notre bébé a payé le prix de ta lâcheté. » Le mot lâcheté résonna dans l'air tropical comme un glas. Édouard avait été appelé beaucoup de choses dans sa vie, privilégié, distant, même arrogant, mais jamais lâche. Pourtant, face à Célestine, il ne trouvait aucun argument pour contester cette accusation. Il avait eu peur, peur de perdre son amour, peur de détruire leur bulle de bonheur, peur d'affronter la réalité de qui il était vraiment. « Tu as raison », admit-il, sa voix à peine audible. « J'ai été lâche. J'ai eu peur de te perdre, et dans ma peur, j'ai causé exactement ce que je tentais d'éviter. » Célestine le regarda avec une expression qui mêlait surprise et épuisement. Elle ne s'attendait visiblement pas à qu'il admette sa culpabilité si directement. « La différence, Édouard, c'est que maintenant tu m'as perdu, notre enfant est mort. Félicitations, tu as réussi à tout détruire en voulant tout préserver. » Cette nuit-là, Édouard dormit sur le canapé du salon, écoutant Célestine pleurer silencieusement dans leur ancienne chambre. Chaque sanglot étouffé était un reproche. Chaque silence entre ses pleurs était accusateur. Dehors, le vent commençait à se lever, annonçant l'ouragan météorologique qui approchait,
Mais Édouard savait qu'aucune tempête naturelle ne pourrait égaler la dévastation qu'il avait causée dans sa propre vie. La deuxième urgence médicale arriva avec la brutalité soudaine des tremblements de terre. Célestine entra en travail prématuré à 3 heures du matin, SESO se rompant dans un mélange de liquide et de sang qui transforma le sol de la chambre en peinture abstraite de terreur. Édouard la porta jusqu'à la voiture avec des mains qui tremblaient si violemment qu'il eut du mal à ouvrir la portière. Et pendant tout le trajet vers l'hôpital, Célestine serra sa main avec une force qui semblait vouloir briser des os, comme si la douleur physique pouvait équilibrer la douleur émotionnelle. Malgré tout CE qui s'était passé entre eux, face à cette nouvelle crise, les rancœurs semblaient temporairement suspendues. Il n'y avait plus de place pour les reproches quand une vie était en jeu. La vie de leur fille survivante et celle de Célestine elle-même. À l'hôpital, le chaos médical se déroula avec une précision cinématographique. Médecins criant des chiffres qu'Édouard ne comprenait pas. Infirmières courant avec des équipements qui semblaient sortis de films de science-fiction, Célestine disparaissant derrière des portes doubles qui se refermèrent comme des mâchoires. L'attente qui suivit fut la plus longue de la vie d'Édouard, chaque minute s'étirant comme une éternité d'angoisse pure. Quand le chirurgien émergea 3 heures plus tard, son expression grave annonçait de mauvaises nouvelles, avant même qu'il n'ouvre la bouche. Le bébé est né, mais il a besoin d'une chirurgie cardiaque immédiate. C'est une condition complexe qui nécessite les meilleurs spécialistes et l'équipement le plus avancé. Sans intervention rapide, « Docteur », l'interrompit Édouard, sa voix retrouvant soudain cette autorité qu'il n'avait plus utilisée depuis des mois. « Mon nom est Édouard Grimaldi. Cherchez sur Internet si nécessaire. Faites tout CE qui doit être fait. L'argent n'est absolument pas un problème. » La transformation dans le traitement médical fut instantanée et stupéfiante. Soudain, le meilleur cardiopédiatre de Floride était réveillé chez lui à l'aube. Un hélicoptère médical était appelé pour transporter le bébé vers un hôpital spécialisé et des infirmières qui semblaient auparavant débordées démontraient maintenant une attention digne d'un service 5 étoiles. Édouard assista à cette transformation avec un mélange de soulagement et de dégoût pour un système qui permettait que l'argent détermine si facilement qui vivait et qui mourait. En quelques coups de téléphone et transferts bancaires, leur fille passa du statut de casse désespérée à patiente VIP. La même enfant, les mêmes médecins, les mêmes compétences, seule différence, un nom et un compte en banque. Célestine, encore faible après l'accouchement mais suffisamment consciente pour être témoin de CE changements, observa tout cela avec une expression qui mêlait soulagement pour sa fille et horreur devant la facilité avec laquelle les privilèges transformaient les questions de vie et de mort en simples inconvénients administratifs. « Regardez comme tout devient simple quand on prononce le bon nom », murmura-t-elle, sa voix chargée d'une amertume qui fit mal à Édouard plus que tous les reproches précédents. Quand ils furent finalement seuls dans la chambre d'hôpital, Sophia, stabilisée en soins intensifs néonatales, reliée à des machines qui coûtaient plus cher que des voitures de luxe, un silence pesant s'installa entre eux. Dehors, Miami continuait sa vie habituelle, indifférente au drame qui se jouait dans cette chambre aseptisée. « Notre fille va vivre », constata Célestine, et CE n'était pas une question, mais une affirmation chargée d'un soulagement immense, mélangé à une culpabilité déchirante. « Oui, elle va vivre », confirma Édouard. Puis, d'une voix qui sonnait comme une confession finale, « J'ai fait virer 2 millions de dollars sur un compte à ton nom. Ce n'est ni un cadeau ni du chantage. C'est une réparation pour le temps perdu, pour la vie qui aurait pu être sauvée si j'avais été courageux dès le début. » Célestine ferma les yeux, et des larmes coulèrent sur ses joues pâles comme des rivières cherchant la mer. « 2 millions, répéta-t-elle, comme si elle testait la saveur de ces mots. Plus d'argent que ma famille entière n'en a vu en plusieurs générations. Célestine, tu sais ce qui me rend le plus triste, Édouard. Sa voix était d'une douceur terrible, plus destructrice que tous les cris. Maintenant, je ne saurai jamais si tu m'as vraiment aimé ou si j'ai été juste une expérience anthropologique intéressante pour un prince qui s'ennuyait. » Cette phrase frappa Édouard comme un coup de massue. Dans sa tentative de préserver la pureté de leur amour, il l'avait définitivement souillé avec le doute. Il avait voulu prouver que leur relation transcendait l'argent. Mais en cachant sa fortune, il avait créé exactement la suspicion qu'il tentait d'éviter. « Je t'ai aimé », dit-il simplement. « Je t'aime encore, mais je comprends que tu ne puisses plus me croire. » Célestine ouvrit les yeux et le regarda longuement, comme si elle mémorisait son visage. « L'amour sans confiance, Édouard, c'est comme un château construit sur du sable. Peu importe sa beauté, il finira toujours par s'effondrer. » 6 mois plus tard,
Miami avait mûri d'une ville d'été éternelle vers un endroit où des histoires vraies se déroulaient avec la lenteur nécessaire de la guérison véritable. La saison des ouragans était passée, emportant avec elle les derniers vestiges de l'ancienne vie d'Edouard. Il travaillait maintenant à la clinique libre de Little Haiti, un centre médical gratuit où SES Main, qui n'avait jadis que servi des cocktails et signé des chèques, avait appris à changer des pansements et à tenir les mains de patients qui avaient peur des aiguilles. Ce n'était pas un travail de prince, mais pour la première fois de sa vie, il rentrait chez lui chaque soir en sachant que SES Action de la journée avait sauvé des vies réelles, pas seulement maintenu des traditions mortes. SES appartements de Monaco étaient maintenant loués, SES comptes gelés temporairement transférés vers des œuvres caritatives. Il vivait dans un studio modeste près de la clinique, meublé avec des objets trouvés dans des ventes de garage, et découvrait qu'il était possible d'être heureux avec très peu quand ces peu avaient du sens. La Fondation Alexandre, nommée en mémoire de son frère qui avait choisi la mort plutôt qu'une vie sans signification, avait révolutionné l'accès aux soins médicaux pour les immigrés dans 3 États. Célestine, maintenant directrice exécutive, avait transformé sa douleur personnelle en croisade qui bénéficiait à des milliers de familles. Elle avait cette façon particulière de parler aux patients en détresse, mélange de compassion professionnelle et d'empathie née de l'expérience personnelle, qui faisait qu'ils se sentaient compris plutôt que simplement aidés. Ils travaillaient ensemble avec l'efficacité professionnelle de personnes qui avaient partagé assez d'intimité pour se comprendre sans mots, mais maintenaient une distance soigneuse, qui reconnaissait des blessures qui ne cicatriseraient peut-être jamais complètement. Leurs interactions étaient cordiales, parfois même chaleureuses, mais toujours filtrées par la prudence de 2 personnes qui avaient appris que l'amour pouvait blesser autant qu'il pouvait guérir. Sophia, à 6 mois, était un mélange parfait de SS 2 parents. Elle avait les yeux bleu-gris de son père qui semblait déjà contenir une intelligence précoce, mais le tempérament déterminé de sa mère et cette façon de sourire qui faisait oublier, au moins momentanément, que le monde pouvait être cruel. Les cicatrices de sa chirurgie cardiaque étaient à peine visibles maintenant, fines lignes sur sa poitrine minuscule qui témoignaient silencieusement de la lutte qu'elle avait menée pour survivre. Quand Célestine l'amenait pour visiter Édouard à la clinique, pas par romantisme résiduel, mais parce que Sophia avait le droit de connaître son père, il la tenait avec une délicatesse qui surprenait même Célestine. C'était comme s'il portait l'avenir du monde, conscient que cette petite vie représentait tous ces qui restaient de bon dans leur histoire brisée. « Elle a votre obstination », observait-il, quand Sophia refusait catégoriquement de lâcher son doigt, ses petites mains agrippant avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi fragile. « Et votre sens de la justice », répondait Célestine, et pour la première fois depuis des mois, il partageait un sourire authentique. Ce n'était pas le sourire d'amants réconciliés, mais celui de 2 personnes qui avaient traversé le feu ensemble et émergé transformées. Maman Joséphine, observant depuis le seuil de la clinique, hochait la tête avec approbation. « Parfois, » murmurait-elle à elle-même en créole, « l'amour véritable ne consiste pas à rester ensemble. Il consiste à devenir de meilleures personnes grâce à s'être aimé. » Un après-midi particulièrement chaud, alors que Miami cuisait sous un soleil impitoyable, Édouard se retrouva seul avec Sophia dans le petit jardin de la clinique. Célestine était en réunion avec des donateurs potentiels, utilisant son histoire personnelle pour sensibiliser à la cause de l'accès aux soins médicaux. Elle avait découvert qu'elle possédait un talent naturel pour transformer sa douleur en force de persuasion, sa tragédie personnelle en levier pour le changement social. Sophia gazouillait dans ses bras, ses petits doigts explorant son visage avec cette curiosité sans peur des très jeunes enfants. Dans ses yeux, Édouard ne voyait aucun jugement, aucune déception, juste l'amour inconditionnel qu'un enfant porte naturellement à ses parents. C'était un amour qu'il n'avait jamais vraiment connu, ayant grandi dans un monde où l'affection était conditionnelle aux performances et aux attentes satisfaites. « Tu sais ce que je vais t'apprendre quand tu seras plus grande ?» lui murmura-t-il en français, sa voix douce pour ne pas l'effrayer. « Je vais t'apprendre que la vraie noblesse n'a rien à voir avec les titres ou l'argent. Elle se trouve dans la capacité à se lever chaque matin et à choisir de rendre le monde un peu meilleur qu'on ne l'a trouvé. » Sophia sembla l'écouter avec sérieux, ses yeux bleu-gris fixés sur lui, comme si elle comprenait chaque mot. Peut-être était-ce de la projection de sa part, mais Édouard eut l'impression qu'elle approuvait son message. Cet après-midi-là, tandis que le soleil de Miami peignait le ciel d'orange et de rose, Édouard marcha sur la plage où il avait un jour rêvé d'avenir impossible avec Célestine.
Maintenant, il portait un avenir différent, pas celui qu'il avait planifié, mais peut-être celui qu'il méritait. Une vie où le privilège servait un but, où les secrets s'étaient transformés en transparence, où l'amour perdu s'était métamorphosé en vie sauvée. Sophia grandissait entre deux mondes, le luxe hérité de son père et la dignité conquise par sa mère, et peut-être représentait-elle une nouvelle génération qui pourrait redéfinir que signifiait être noble, non pas par naissance, mais par caractère. En regardant les vagues lécher le sable doré, Édouard pensa à Alexandre et se demanda si son frère aurait approuvé le chemin qu'il avait finalement choisi. Il n'avait pas sauvé son frère, il n'avait pas sauvé son premier enfant, et il n'avait pas sauvé son amour avec Célestine. Mais il avait peut-être sauvé sa propre âme, et dans le processus, il sauvait maintenant d'autres vies chaque jour. Parfois, la rédemption ne ressemble pas à qu'on attend. Parfois, elle ressemble simplement à un homme qui apprend enfin à utiliser ses privilèges pour servir quelque chose de plus grand que lui-même, dans une petite clinique de Miami, avec sa fille dans les bras et l'amour perdu transformé en compassion trouvée. Les couronnes les plus lourdes, réalisait-il maintenant, étaient effectivement celles qu'on choisissait de porter, non pas celles qu'on héritait, mais celles qu'on gagnait jour après jour par choix et actions. Et pour la première fois de sa vie, Prince Édouard Grimaldi se sentait vraiment digne du titre qu'il portait.